Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de la réalisation des travaux surexistants en présence d'un bail. Un sujet qui est, vous vous en doutez, vaste parce il peut être pris sous plusieurs angles, hein, dès le départ. Effectivement, sous l'angle de la nature des travaux, d'abord, quels travaux? Ils sont divers et variés, des travaux d'amélioration, travaux de mise aux normes, évidemment qu'à chaque fois, la réglementation va différer. Autre facette du sujet, qui va accomplir ces travaux? Qui doit, qui peut? Parce que tous ne sont pas obligatoires à accomplir ces travaux. Est-ce que ça sera le locataire? Est-ce que ça sera le bailleur? Voilà encore un sujet qui demande à être développé. Et puis enfin, troisième angle d'attaque, quel type de bail? Parce que, ah, voilà mon plan qui apparaît. Quel type de bail? Parce qu'effectivement, en fonction de la nature du bail, les règles vont parfois différer. Bien sûr, il y a un tronc commun de règles qui résulte du Code civil, mais il y a aussi des règles spécifiques dérogatoires, en particulier au bail d'habitation et aussi au bail commercial. Tout ça pour dire que le sujet est vaste, que le sujet est bien sûr trop vaste pour être traité complètement dans le laps de temps qui m'est imparti. Et eh bien donc, il fallait prendre un parti pris, et le parti pris sera celui de traiter les travaux sous l'angle d'un bail d'habitation, sans méconnaître pour autant les règles particulières aux baux commerciaux. Ça veut dire que par moment, je ferai des comparatifs entre les deux régimes de baux pour voir ce qui les différencie. Donc, pour s'en tenir aux travaux dans les baux d'habitation, le parti pris de départ sera de les traiter sous l'angle de l'auteur des travaux. On va voir ce qu'il en est selon que les travaux sont accomplis par le bailleur ou selon qu'ils sont accomplis par le locataire. S'agissant d'abord des travaux qui sont accomplis par le bailleur, que l'on applique les règles du Code civil, le droit commun du bail, ou que l'on applique les règles spécifiques à la loi du 6 juillet 1989, il est clair que ces travaux sont d'une grande diversité. Ça veut dire qu'on va devoir évoquer cette diversité de travaux assez rapidement pour après mesurer l'impact que peuvent avoir ces travaux, et c'est un point important. S'agissant de la diversité des travaux, la plupart du temps, bien sûr, et parce qu'en matière de bail d'habitation, on protège, on privilégie le locataire par rapport au bailleur, la plupart du temps, les travaux que devra accomplir le bailleur seront des travaux obligatoires. Alors, assez rapidement, avant de mesurer, de voir dans quelle mesure ces travaux peuvent entraîner des clauses de transfert, enfin, peuvent permettre des clauses de transfert. Assez rapidement, quels sont les travaux obligatoires qui s'imposent aux bailleurs dans un bail d'habitation? Évidemment, il y a déjà les travaux de mise aux normes de décence, hein, cette fameuse décence qui a été imposée par la loi SRU et qui se trouve maintenant dans la loi de 89, avec un décret du 30 janvier 2002 qui fixe dans le détail les normes de décence. Alors, le texte a largement évolué depuis son origine, puisqu'au départ, on envisageait au titre de la décence que les travaux nécessaires pour que le logement ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité, et pour qu'il réponde à des normes minimales de confort et d'habitabilité. Mais par la suite, a été rajouté un critère de performance énergétique minimale, et il y a peu de temps, la loi Elan de 2018 a rajouté que le logement ne devait pas être infesté d'espèces nuisibles. Voilà, donc ça fait pas mal de critères de décence, d'autant si on examine dans le détail le décret d'application. Il faut rajouter que le Code civil lui-même envisage à l'article 1719 cette obligation de délivrer un logement décent dans le cadre d'une habitation principale. Et du coup, compte tenu de la présence de ce texte dans le Code civil, on en arrive à la conclusion que
cette obligation va s'appliquer à un bail commercial dont une partie serait affectée à usage d'habitation. D'ailleurs, la Cour de cassation l'a confirmé. Alors, d'un mot, il est clair que si le logement n'est pas décent, le locataire peut demander sa mise en conformité, ce qui va permettre au juge de fixer le type de travaux et le délai d'exécution des travaux, auquel s'ajoutera bien souvent une diminution du loyer, voire sa suspension pendant le délai de réalisation des travaux. Bien évidemment, parfois, les travaux seront difficiles, voire impossibles, techniquement ou juridiquement. On ne voit pas très bien comment on peut comment dire, agrandir une pièce principale qui fait pas 9 mètres carrés. Et puis, autre exemple, si on a besoin d'ouvrir des fenêtres sur des parties communes d'un immeuble en copropriété, encore faudra-t-il obtenir l'accord de la copropriété, ce qui ne sera pas toujours possible. Dernier point à signaler, il est d'importance. Le bailleur ne peut évidemment se soustraire à ces travaux, en particulier en arguant du coût. Cela étant dit, il faut savoir tout de même qu'il y a eu 2 arrêts qui ont été rendus par des cours d'appel en 2013, en 2007, qui ont admis que le bail pouvait être résilié pour perte économique du bien loué dès lors que les travaux, enfin le coût des travaux dépassait la valeur vénale du bien loué. On connaît bien aujourd'hui cette référence à la perte du bien avec toutes les problématiques qui se posent en matière de bail commercial de la part des commerçants qui n'arrivent plus à payer le loyer dans ce contexte de Covid et qui essayent de plaider cet article 1722 sur la perte du bien. Et bon, la jurisprudence ne l'admet pas de façon générale. Il y a peut-être une décision qui l'a admis récemment, mais effectivement, c'est discutable. Autre catégorie de travaux qui pourraient également s'avérer nécessaires, ce sont bien sûr les travaux nécessaires pour que les lieux soient délivrés en bon état de réparation et d'entretien, auxquels s'ajoutent les travaux nécessaires au respect de la destination des lieux. À quoi le locataire destine-t-il les lieux? Alors, il est clair que cette obligation prend une ampleur particulière en matière de bail commercial. Voilà notre comparatif, compte tenu des contraintes spécifiques qui résulteraient de la destination voulue par le locataire et compte tenu des obligations de conformité à de nombreuses normes qui existent en matière de bail commercial. Enfin, dernier point, en cours de bail, le bailleur doit prendre à sa charge toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires, tout ce qui est entretien en cours de bail, ces fameuses grosses réparations hein, qui ne se limitent pas à la structure du bien, au clos et couvert, mais recouvrent de nombreux travaux, y compris les travaux imposés par l'administration. Alors, eu égard à cette liste de travaux susceptibles d'incomber aux bailleurs, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est la question de la valeur des clauses de transfert. Dans quelle mesure un bailleur peut-il transférer l'une de ses obligations sur le locataire? Alors, en matière de bail d'habitation, c'est très clair, tout est dans le public. Donc, a priori, aucune clause de transfert n'est possible, à une exception près, qui d'ailleurs est prévue par la loi de 89 elle-même, par l'article 6, qui a voulu assouplir un peu le système et prévoir une règle qui serait opportune à la fois pour le bailleur et le locataire, et qui consisterait à mettre à la charge du locataire certains travaux de remise en état des lieux, voilà, que le bailleur ne pourrait pas effectuer, et que le locataire serait enclin d'effectuer, parce qu'évidemment qu'il s'en dégagera un impact sur le loyer que paiera le locataire. La seule condition sine qua non, c'est que la clause de transfert de travaux à la charge du locataire ne peuvent en aucun cas inclure des travaux de mise aux normes de décence. Ça, la mise aux normes de décence, c'est incontournable, elle est à la charge du bailleur. Maintenant, s'il y a des travaux, de remise en état, rafraîchissement des peintures, voire des grosses réparations, hein, mais dès lors que ça ne constitue pas des réparations qui sont imposées par la mise aux normes de décence. Ça veut dire concrètement que
et on l'a vu en jurisprudence, parce que ça n'a pas été accepté, qu'un bailleur ne pourrait pas se mettre d'accord avec le locataire pour que celui-ci refasse l'électricité ou refasse la toiture de l'immeuble ou encore monte une cloison entre la salle de bain et le séjour, ce qui n'aurait pas été fait à l'origine. Ça, c'est le bail d'habitation. Alors, en matière de bail commercial, un comparatif, la règle n'est pas la même. Le principe est celui d'une liberté encadrée, et ce, depuis que la loi Pinel du 18 juin 2014 a introduit dans le Code de commerce un article L145-40-2 qui prévoit que, entre autres, qui prévoit que certains travaux ne pourront pas, en aucun cas, être mis à la charge du locataire. Alors, la liste est limitative. Il y a les grosses réparations énumérées par l'article 606 du Code civil. Il y a les travaux nécessités soit par la vétusté, soit par une mise en conformité du bien avec la réglementation, dès lors que ces travaux constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil. Ça veut dire qu'en dehors de cette liste de travaux qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire, le bailleur peut mettre toutes sortes de travaux à la charge du locataire, si et seulement si ces travaux sont expressément prévus par le contrat. Vraiment, la jurisprudence exige que les réparations soient nominativement énumérées. Il y a interprétation stricte des clauses en la matière. Voilà pour ces travaux obligatoires. Alors, un mot des travaux facultatifs, qui sont des travaux que le bailleur peut trouver intérêt à faire, en particulier s'il y a on va dire une carotte législative qui l'incite à le faire, ce qui est le cas des travaux d'amélioration, bien évidemment, qui pourront avoir un impact sur le montant du loyer. Ces travaux d'amélioration, ils sont prévus par de nombreuses dispositions de la loi de 89, qui malheureusement n'en donnent pas de définition, comme bien souvent, si bien que comment définir ces travaux d'amélioration? On peut se servir, on peut utiliser un ancien décret, qui n'est plus d'actualité, puisque c'est le décret qui avait été pris en application de la loi du 22 juin 1982, la fameuse première loi qui avait fait régir les baux d'habitation par un statut impératif, la loi Quillot, qui prévoyait effectivement déjà cette possibilité de travaux d'amélioration. Et ce décret a voulu préciser que ce que pouvaient être des travaux d'amélioration, ce qu'ils ne pouvaient pas être. Alors évidemment qu'ils ne peuvent pas consister en un rattrapage de travaux d'entretien, en l'exécution de grosses réparations, puisque ce sont des travaux qui s'imposent aux bailleurs. Plus positivement, si l'on s'en tient à ce décret, et bon, le gouvernement a repris des exemples, enfin des précisions identiques, travaux d'amélioration, ce pourrait être des travaux qui apportent un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieure au niveau de prestations existantes, par exemple une nouvelle installation sanitaire, par exemple un double vitrage. Ces travaux d'amélioration, ça pourrait être aussi des travaux qui apportent une plus grande sécurité pour les personnes et les biens, par exemple un dispositif de sécurité contre le cambriolage. Voilà, il y a de nombreux travaux d'amélioration qui pourraient être comme ceci réalisés et invoqués par le bailleur à l'appui d'une augmentation de loyer, on le verra. Quoi qu'il en soit, cette qualification de travaux d'amélioration relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Une catégorie à part de travaux d'amélioration, un mot sur les travaux d'économie d'énergie qui sont visés également par l'article 23, oui, vous m'entendez toujours, par l'article 23-1 de la loi de 1989, qui envisage une contribution mensuelle qui pourrait être imposée aux locataires en compensation de la baisse des charges consécutives aux travaux d'économie d'énergie qui auraient été réalisés par un propriétaire. Alors, juste dire à propos de ces travaux d'économie d'énergie que pour mettre fin aux passeurs énergétiques,
La loi récente du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a pris des mesures destinées à mettre fin à ces passoires. Peut-être un téléphone qui sonne. Destinées à mettre fin à ces passoires. Donc, des mesures qui procèdent par étapes. D'ores et déjà, dès 2020-2021, ce qui est applicable, c'est que le bailleur ne peut pas augmenter le loyer entre deux locations dès lors que son logement est trop énergivore. Deuxième étape, à compter de 2023, on va considérer que si un logement dépense trop en énergie, eh bien, il est considéré comme indécent, ce qui permettra aux locataires de demander une mise en conformité. Et puis, bon, voyons plus loin, troisième étape, c'est l'étape des sanctions en 2028 qui n'ont pas encore été précisées par le législateur, mais qui ont pour but final de totalement éviter la mise sur le marché de logements qui seraient en étiquette énergétique F ou G. Je vais passer maintenant à l'impact de ces travaux. Alors effectivement, ces travaux, qu'ils soient imposés aux bailleurs ou qu'ils soient simplement facultatifs, peuvent générer deux types de conséquences en fait. D'abord, une conséquence sur le droit de jouissance du locataire. Avec pour commencer une conséquence qui peut être radicale pour le locataire, à savoir que l'exécution de travaux par le bailleur peut obliger le locataire à quitter les lieux de façon définitive. L'exécution de travaux peut mettre fin au bail consenti au locataire. Sur quelle base? Eh bien, tout simplement sur la base de l'article 15 de la loi de 89 qui, vous le savez, permet au bailleur de donner congé entre autres pour un motif légitime et sérieux. Or, la jurisprudence admet assez régulièrement que l'exécution de travaux importants dans les lieux par un propriétaire peut constituer un tel motif et mettre fin au bail, évidemment, à l'arrivée du terme. Il n'est pas question de mettre fin de façon anticipée au bail. Dans ce cas de figure, il est clair que toutes sortes de travaux pourraient déboucher sur une cessation du bail, démolition, reconstruction, rénovation, redistribution des lieux, toutes sortes de travaux, à lire la jurisprudence. La seule condition sine qua non, c'est que l'importance de ces travaux justifie le départ du locataire. Autrement dit, les travaux ne pourraient pas être accomplis en présence d'un locataire dans les lieux. Voilà, donc ça, c'est un motif qui peut être évidemment privatif de jouissance pour le locataire. Deuxième incidence sur le droit de jouissance du locataire, à supposer que le locataire ne soit pas mis dehors, qui sera tout de même le cas de figure le plus fréquent, à supposer que le locataire puisse se maintenir dans les lieux, eh bien, il va subir certains travaux, puisqu'il va être obligé de laisser l'accès au lieu pour préparer et pour exécuter des travaux. Quels travaux? Alors, il y a une liste qui est donnée par la loi de 89, une liste assez vaste, puisque le locataire doit laisser accéder au lieu pour bien évidemment réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de décence, réaliser des travaux qui s'avèrent nécessaires à l'entretien normal des lieux en cours de contrat, par exemple des travaux de réparation après sinistre, des travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives d'un même immeuble, vous dit l'article 7-E de la loi de 89. En fait, ce que le bailleur n'a pas le droit de faire, c'est d'imposer au locataire des travaux d'amélioration dans les lieux loués, dans les lieux qu'il occupe, sauf s'il s'agit de travaux de rénovation, d'augmentation, de travaux destinés à améliorer la performance énergétique. Donc, il y a peu de travaux que le locataire peut refuser. Il doit laisser accéder les lieux pour réaliser ces travaux. Néanmoins, pour protéger le locataire contre ces intrusions, cette même loi de 89 a pris certaines mesures. D'abord, évidemment, une information préventive par le bailleur sur les modalités de réalisation des travaux, sur leur nature. Ensuite,
Il est clair que, sauf accord du locataire, aucun travaux ne pourrait être réalisé le week-end, samedi, dimanche et puis jour férié. Et puis enfin, troisième mesure, vous dit l'article 7 toujours, le locataire pourrait demander au juge la suspension, voire l'interruption des travaux qui présenterait un caractère abusif ou vexatoire, notion qu'il faudrait apprécier, ou qui ne respecterait pas les conditions définies dans la notification. Voilà, donc il y a quand même des garde-fous qui peuvent profiter aux locataires. Par ailleurs, pour en terminer avec cette obligation de subir certains travaux, on connaît classiquement le renvoi, enfin l'application de l'article 1724 du Code civil, auquel renvoie l'article 7, qui permet aux locataires d'être indemnisés si les travaux dépassent 21 jours, ou alors qui lui permet de demander la résiliation du bail si les travaux rendent inhabitable la partie nécessaire au logement du locataire. Étant précisé que là encore, on est dans le cadre d'une réglementation impérative, hein, l'article 7E, bien que renvoyant à l'article 724, lui, il est impératif, donc aucune clause contraire n'est possible. En revanche, les clauses dites de souffrance, qui permettraient au bailleur de ne pas indemniser un locataire lorsque les travaux dépasseraient 21 jours, pourraient très bien être appliquées en matière de bail commercial, voire de bail professionnel. De toute manière, en matière de bail professionnel, il n'y a quasiment aucune protection du locataire, donc tout relève du Code civil. Deuxième aspect, c'est l'incidence que peuvent avoir les travaux réalisés en fait, sur le montant du loyer. Alors, d'abord, évidemment qu'il pourrait y avoir une réduction du loyer au bénéfice du locataire dans le cas où, normalement, les travaux incombent au bailleur, mais où, on l'a vu, par une clause du bail, le locataire se serait engagé à effectuer certains travaux de remise en état dans les lieux, auquel cas, cette convention qui est prévue au départ doit évidemment prévoir les types de travaux à exécuter par le locataire et surtout prévoir l'imputation sur le loyer. Donc, soit une franchise de loyer pendant un certain nombre de mois, soit une diminution du loyer pendant un certain nombre de mois. Les parties sont parfaitement libres en la matière. Deuxième possibilité, cette fois-ci, c'est une augmentation du loyer au profit du bailleur. Alors là, il y a deux cas de figure. Il y a en cours de bail. En cours de bail, il se peut que le bailleur souhaite effectuer des travaux d'amélioration. Dans ce cas de figure, ces travaux d'amélioration peuvent, après leur exécution, générer une augmentation de loyer à payer par le locataire. Alors, étant précisé que là, on est dans un cadre où rien n'est imposé au locataire, le locataire est parfaitement au courant de l'existence de ces travaux d'amélioration et de l'augmentation qui va être générée par l'exécution de ces travaux. C'est soit au début du bail où une clause du contrat envisage cette possibilité à court terme, soit en cours de bail où un avenant au bail va prévoir que le bailleur va faire des travaux, le locataire l'accepte évidemment et il s'en suivra une augmentation de loyer. Ça, c'est le cours du bail. Deuxième possibilité, c'est au terme du bail. Alors effectivement, au terme du bail, là, on va appliquer les fameux décrets d'encadrement des loyers en matière de bail d'habitation qui sont prévus tous les ans, décrets d'encadrement des loyers, en particulier à la relocation. Et là, il y a un principe, je parle uniquement dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les zones où il y a un décalage entre l'offre et la demande de logement, et sachant qu'il y a en France 28 agglomérations ciblées par un décret de 2013, considérées comme étant des zones tendues. Or, dans ces communes appartenant à des zones tendues, le principe est qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation de loyer en cas de relocation, en cas de changement de locataire. Mais chaque année, depuis quelques années, le décret d'encadrement prévoit deux exceptions, deux dérogations qui ont pour but d'inciter les propriétaires à la rénovation de leur logement. Deux exceptions qui pourront entraîner une augmentation de loyer. Alors,
bon, je ne sais pas si j'ai trop le temps d'entrer dans le détail, de deux choses l'une. Soit c'est lors du bail qui a pris fin, lors du bail précédent, donc en présence du locataire, que le bailleur a effectué des travaux qui peuvent être soit des travaux d'amélioration, soit de travaux de mise aux normes de décence, hein, bien que normalement il faut les avoir effectués à l'entrée dans les lieux, mais pour inciter le bailleur à les faire, eh bien, le décret prévoit que si à l'occasion du bail précédent, le bailleur a effectué travaux d'amélioration ou travaux de mise aux normes de décence d'un certain montant, c'est-à-dire à savoir 50% du montant annuel du loyer payé par le locataire, et bien dans ce cas-là, le propriétaire peut augmenter le loyer de 15% du coût total des travaux, 15% maximum qui seront étalés évidemment sur 12 mois, du coût total des travaux, que les travaux portent sur des parties communes ou des parties privatives de l'appartement. Ça, c'est le premier cas, donc un loyer augmenté mais plafonné. Deuxième cas où le loyer n'est pas du tout plafonné, c'est le cas où 6 mois maximum avant la relocation, donc on suppose que le locataire précédent ait quitté les lieux, avant de relouer, le bailleur va faire des travaux qui, cette fois-ci, ne peuvent être que des travaux d'amélioration. Et dans ce cas-là, si le coût des travaux est au moins égal, cette fois-ci, c'est plus, c'est au moins égal à une année du loyer payé par le locataire, eh bien, le propriétaire pourra pratiquer une augmentation libre lors de la relocation. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, il peut être intéressant pour un bailleur d'effectuer des travaux de mise en conformité, des travaux de rénovation. Alors, je vais passer maintenant aux travaux par locataire. Alors, bien sûr, je pourrais aussi envisager l'incidence des travaux en matière de bail commercial, puisqu'on sait qu'en la matière, les travaux exécutés par le bailleur ou par le locataire, dans certaines conditions, peuvent avoir une influence sur la valeur locative et entraîner un déplafonnement du loyer à l'occasion du renouvellement du bail. Mais il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir aborder cette question. Je passe maintenant aux travaux par le locataire, un peu plus rapidement. D'abord parce que dans une moindre mesure que le bailleur, le locataire peut être obligé d'accomplir certains travaux. Ce sont des travaux qui sont assez minimes, on va dire, en cours de bail, puisque en cours de bail, le locataire n'est tenu que des travaux de menu entretien, on va dire, menu réparation, menu entretien. Alors, il y a une liste qui est prévue par un décret de 1987, une liste un peu, qui n'est pas limitative, mais qui est un peu vieillie tout de même, sachant que ces travaux d'entretien, s'ils étaient dus à un cas de force majeure ou un vice ou à la vétusté, ne sont pas à la charge du locataire. Au terme du bail, les travaux incombants au locataire pourraient être plus importants parce qu'au terme du bail, si le locataire doit restituer les lieux dans le même état que l'état initial, qui généralement sera un bon état, et s'il y a des dégradations qui sont révélées par la comparaison de l'état des lieux d'entrée ou de sortie, eh bien, le locataire devra en assumer le coût. Pour terminer, un point sur les travaux autorisés. En matière de bail d'habitation, la question des travaux autorisés passe par une distinction entre ce qu'on appelle les aménagements et ce qu'on appelle les transformations. Le locataire est libre de faire des simples aménagements dans les lieux loués. Le bailleur ne peut pas s'y opposer. En revanche, s'agissant des transformations, eh bien, il faut l'accord express du bailleur, à défaut de quoi la sanction, c'est soit en fin de bail une remise en état des lieux, soit aussi la possibilité pour un bailleur de conserver les travaux qui auraient été exécutés, mais évidemment sans dédommagement pour le locataire. Alors, la différence de régime est évidemment importante. Du coup, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on entend par amélioration, par simples aménagements, pardon? Qu'est-ce qu'on entend par transformation? Là encore, rien dans la loi. Et c'est la jurisprudence qui, au coup par coup,
qui d'ailleurs avait dès le départ fait cette distinction entre aménagement autorisé et transformation interdite. C'est la jurisprudence qui est venue progressivement dégager des critères en considérant que les simples aménagements sont des travaux de peu d'importance qui ont pour but d'améliorer le confort, la commodité, l'esthétique des locaux loués. Par exemple, changer une couleur de peinture, une moquette, installer un double vitrage. En revanche, il y a transformation lorsque les travaux portent atteinte aux grosses œuvres ou modifient la distribution des lieux. On pense bien sûr aux cloisons qui seraient abattues, transformer une chambre en salle de bain. J'ai vu aussi en jurisprudence un locataire bien peu précautionneux qui avait construit une piscine enterrée et auquel le bailleur a demandé une remise en état. Peut-être que d'autres l'auraient conservé, mais en tout cas, ça peut coûter fort cher aux locataires. Dernier point, qu'est-ce qu'il advient des travaux accomplis par un locataire? Aménagement, transformation, évidemment, toutes sortes de travaux qui ont été autorisés s'agissant de transformation au terme du bail. Et question plus précise, est-ce que le locataire peut demander un dédommagement pour la plus-value apportée à l'appartement du fait des améliorations qu'il a effectuées? Alors là, il n'y a rien dans le Code civil, il n'y a rien dans la loi 89, donc il faut se tourner vers les aménagements contractuels. Et lorsque l'on regarde les baux, on constate qu'il y a une clause qui est fréquente, d'ailleurs aussi fréquente en matière de bail commercial, peut-être plus d'ailleurs qu'en matière de bail d'habitation. C'est la clause par laquelle, ce qu'on appelle la clause d'accession sans indemnisation au profit du locataire, la clause qui prévoit que tout aménagement, embellissement, amélioration, construction qui aurait été réalisé par le locataire en cours de bail demeureront acquises au terme du bail par le propriétaire. Donc, dans ce cas de figure, on respecte les clauses contractuelles et évidemment, le locataire ne pourra rien exiger. S'il n'y a pas de clause, il y aura tout intérêt à insérer une clause, mais s'il n'y a pas de clause, il y a peut-être un moyen pour le locataire, c'est de se tourner vers un texte du Code civil, qui est l'article 555, qui est le texte qui règle le sort des plantations, constructions qui auraient été réalisées par un tiers sur le terrain d'autrui. Le locataire est considéré comme un tiers, eh bien, il peut réaliser des constructions sur le terrain, même l'appartement, la maison d'autrui. Dans ce cas-là, le texte prévoit que si le bailleur veut conserver ces constructions, il devra dédommager le tiers, donc en l'occurrence le locataire. Ça peut être un moyen. Le seul problème, c'est que le texte est restrictif puisqu'il envisage une construction. Ce qui suppose un ouvrage qui est nouveau. Évidemment, si vous faites une piscine, c'est une construction. Mais si vous vous contentez de faire des travaux d'amélioration sur des ouvrages existants, là, on n'est pas face à une construction. Et dans ce cas-là, il y a peu de chances que le locataire puisse obtenir un dédommagement. Voilà ce que je voulais dire. J'ai peut-être débordé un petit peu. Bon, je n'avais pas de binôme, alors j'ai essayé de tout dire l'essentiel dans le temps imparti et je vous remercie de votre attention.